BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque week-end, vous le savez, pour votre rendez-vous tech, à la fois sur 01 TV, on est présent sur 01net.com, sur la chaîne YouTube, mais aussi sur BFM Business, le dimanche matin à la radio et à la télé, et sur la chaîne 01 TV, sur les box. Avec au menu cette semaine, pour De quoi je me mêle, eh bien, le fondateur de Blablacar sera là, Frédéric Mazella, mon invité. Alors, comment se porte eh bien, la principale plateforme de covoiturage ? Comment grandit-elle ? Quelles sont les perspectives d'évolution ? Comment a-t-elle vécu, par exemple, cette pandémie ? Toutes ces questions qu'on posera donc à mon invité. Ce sera dans la deuxième partie de quoi je me mêle. Et puis, surtout, n'hésitez pas toujours à réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, la page Facebook qui vous attend. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous tous. Et bien sûr, De quoi je me mêle pour débuter, c'est le club de la presse IT avec cette semaine Raphaël Grabli qui est avec nous. Bonjour Raphaël. Salut François. Journaliste à BFM Tech et Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Emmanuel que vous connaissez bien sûr, un fidèle de quoi je me mêle, journaliste à l'Express. Messieurs, l'actualité cette semaine commentée par vous et on va commencer par une révérence. Voilà, un robot tire sa révérence. Alors c'est rare, c'est pas tous les jours que des robots disent au revoir, même pas dans Star Wars en plus, ils reviennent régulièrement. Là, c'est quand même un robot français, c'était l'un des fleurons, on va dire, de la robotique française il y a quelques années, qui va disparaître. Emmanuel, il s'agit de Pepper. Exactement, donc c'était le robot produit par Aldébaran. Aldébaran, société française, créée par Bruno Maisonnier. Donc c'était un robot humanoïde de compagnie. Alors l'idée, quand ça a été racheté par SoftBank en 2012, le groupe japonais, c'était d'en faire en fait un instrument de masse, un peu comme un smartphone. L'idée, c'était de dire aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, demain, tout le monde aura un Pepper à la maison pour s'occuper de soi. Donc pour ça, il fallait faire baisser le prix, autour de $2000 encore aujourd'hui quand même, donc c'est pas rien. Et puis finalement, ils ont un peu loupé l'objectif, c'est-à-dire que ce robot, au lieu de rentrer dans les foyers, finalement, il rentrait plutôt dans les hôtels, à la réception des hôtels, même dans des McDo ou des choses comme ça pour accueillir les visiteurs, les clients. Et finalement, il a un peu loupé son objectif, ce qui est un peu dommage. Et surtout, il n'a jamais évolué depuis le rachat par SoftBank en 2012. Alors, il y aurait eu des tensions entre les équipes françaises d'un côté, japonaises de l'autre. Et peut-être aussi des problèmes culturels, on va dire, entre la France et le Japon. C'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes visions. On sait que les Japonais adorent les robots et les imaginent, les fantasmes dans certaines, on va dire, certaines actions, dans certaines utilités. Et alors que peut-être qu'en France, on avait une autre vision. D'ailleurs, c'est pour ça que finalement, tous les dirigeants d'Aldébaran, petit à petit, Ils sont partis. Voilà, partis. Exactement. Et donc là, effectivement, il se serait vendu à peu près 27 000 exemplaires de Pepper en l'espace de 6-7 ans. C'est quand même pas énorme. Et donc, face à la faible demande du marché, SoftBank a dit on arrête de commercialiser ce robot-là. Ouais. D'ailleurs, si vous êtes avec nous à la télé, vous voyez de vieilles images. On avait eu l'occasion, avec mon camarade Jérôme, d'aller au siège social de Aldébaran. C'était à Issy-les-Moulineaux. C'était il y a plusieurs années. Et on avait rencontré à l'époque le fondateur qui nous avait accordé cette interview. Oui, Raphaël, c'est vrai que c'est un peu... c'est dommage parce que c'est vrai que c'était un peu le fleuron de la robotique française, ce Pepper, mais qui n'a jamais vraiment décollé. En tout cas, d'un point de vue marketing. Oui, au niveau marketing. Parce qu'en termes d'animation, en termes d'intelligence artificielle, je ne dis pas que c'est nul, pas du tout. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment un fleuron ? C'est difficile à dire. Et le problème, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est bien de présenter des robots pour faire futuriste. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un usage. Et puis à quoi ça sert surtout ? Il faut qu'il y ait un marché. Moi, ces robots, je les ai surtout vus dans les salons, sur les stands de la French Tech, pour faire des animations. Mais on comprend bien que ce n'est pas un marché en soi. Et on voit d'ailleurs comment des robots qui sont autrement plus perfectionnés, alors pas forcément dans l'intelligence artificielle, mais même dans la robotique. Je pense notamment à ceux de Boston Dynamics, qui sont des robots, quand on voit, c'est absolument phénoménal ce qu'ils sont en train de faire. Et même eux, ont du mal à trouver un marché. Et on imagine pourtant un marché beaucoup plus facilement, notamment, alors pas pour le grand public, chacun ne va pas se promener avec son chien robot, mais par contre pour l'armée, pour des usages très spécifiques. Là, on peut percevoir quelque chose, notamment au niveau B2B,
mais c'est vrai que ça marque aussi peut-être la fin d'une sorte d'utopie, au même titre qu'on a eu la fin de l'utopie des voitures volantes en 2000. Je pense que le robot qui nous accompagne au quotidien, au même titre qu'un smartphone, on comprend bien que ça ne deviendra pas une réalité. Pas tout de suite en tout cas. Pas tout de suite, mais même après, ça dépend pourquoi. Ouais, pour que faire. Même à la maison, on voit bien aujourd'hui déjà les assistants vocaux. En fait, finalement, c'est les assistants vocaux, ces robots, et on voit bien qu'ils sont extrêmement limités. Je veux dire, que ce soit Alexa, Siri, Google Assistant, on leur demande une information simple. Pourquoi pas, ça peut fonctionner. On leur demande de réagir et de fonctionner comme une vraie intelligence. On en est encore extrêmement loin. Donc je pense que voilà, ça faisait rêver. Là, on voit par exemple à l'image, pour ceux qui nous regardent, les robots de Boston Dynamics. Bon, qui sont quand même, enfin voilà, on voit que c'est pas le même niveau de robotique que Pepper qui fait coucou. Voilà, donc c'est autre chose. Et là, on comprend des usages vraiment peut-être industriels, peut-être militaires, mais la robotique comme, on va dire, accompagnement quotidien, on voit bien quand même que pour le moment, il n'y a pas tellement de raisons que ça marche, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, une page se tourne avec Pepper, qui deviendra peut-être un collector. Oui. Après, et derrière, ce qui est dommage, c'est que derrière, il y a des emplois qui sont supprimés. Bien sûr, exactement. Il y a 160 emplois, je crois. Ouais, c'est ça, sur 300, sur un peu plus de 300. Voilà, ça, c'est... Et donc, en France, comme tu le disais, ici les Moulineaux, toujours, puisqu'ils sont là-bas. Donc, effectivement, c'est un coup dur pour la French Tech, l'image même de la French Tech. Alors, c'est plus vraiment français, puisque c'est l'actionnaire est japonais, mais tout de même, quoi. Allez, on enchaîne avec cette fameuse pénurie de semi-conducteurs qui enquiquine évidemment toute l'industrie depuis plusieurs mois maintenant. Alors on l'a vu, les constructeurs d'électronique sont touchés, l'industrie automobile aussi. Et puis voilà, un nouvel élu, si je puis dire. Eh bien, c'est toutes ces usines qui fabriquent en fait des cartes de crédit. Vous savez que dans une carte de crédit, on a cette petite puce qui nous permet de valider les paiements et de les crypter surtout. On risque d'avoir aussi des pénuries de cartes à puce. Oui, en fait, c'est l'association qui représente en fait toute cette industrie-là qui a un peu tiré la sonnette d'alarme en disant si vous commencez à prioriser entre guillemets le marché de l'automobile, celui de la tech avec les ordinateurs, les fabricants d'électronique en public, nous on va avoir de fait une pénurie de silicone pour fabriquer ces petites puces. Alors pour en avoir parlé avec eux, c'est pas pour 2021, il y a un risque éventuel en 2022, mais ça ressemble plutôt à du lobby pour dire aux hommes politiques arrêtez de vous concentrer uniquement sur le marché de l'automobile. Alors certes, parce qu'en France et en Europe particulièrement, on a des champions, donc c'est un vrai sujet. Mais il faut aussi voir les effets de bord. Il faut faire en sorte que les autres qui produisent ces puces-là, donc en France par exemple, on a ST Microelectronics qui fournit ces puces. En Allemagne, on a Infineon. Il faut qu'ils puissent avoir accès à du sourcing de silicone pour faire ces puces dont tu parlais. Donc effectivement, il y a une petite crainte. De ce que je comprends, c'est plus du lobby, encore une fois, pour être dans le radar des hommes politiques européens. Mais bon, voilà, il n'y a pas pénurie pour l'instant, mais en tout cas, il y a une question qui se pose. On a l'impression que voilà, il y en a aussi qui profitent de cette pénurie pour se faire un peu remarquer et comme tu le disais, pour se servir de cette actualité pour en faire du lobbying, non, un peu, Raphaël? Oui, alors moi je trouve, je vais pas me faire des amis peut-être chez ces lobbyistes, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que finalement, au même titre que le confinement nous avait repensé nos déplacements et notamment le paiement mobile, est-ce que cette pénurie de cartes à puce n'est pas l'occasion de se dire, arrêtons peut-être avec les cartes à puce aussi parce que ça pollue. Et pour le coup, contrairement aux automobiles qui sont très difficiles à remplacer, moi je serais politique, je dirais justement préserver beaucoup plus l'automobile et l'automobile électrique notamment, plutôt que les cartes à puce. Parce que les cartes à puce, alors encore une fois, là on parle entre initiés, entre personnes qui aimons la tech, mais bon, le paiement mobile commence à se démocratiser. Je veux dire, les cartes à puce deviendront virtuelles. Arrêtons avec les cartes à puce physiques qui polluent, qui sont très compliquées, qui n'ont pas sur mobile, par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec sur mobile, à titre personnel, et je sais que je ne suis pas du tout représentatif. Non, c'est vrai qu'on est encore... Quand je sors de chez moi, je me sers plus du tout de mes cartes de crédit, je me souviens même plus de mes codes, en fait, parce que le paiement mobile, aujourd'hui, est tellement simple et c'est tellement démocratisé que, justement... sauf pour des dépenses de plus de 50 €, où là, tu es obligé de rentrer un code. Non, le paiement mobile. Ah oui, bien sûr. Non, je crois que tu parlais de la carte. Non, du NFC. Le fait de ne pas avoir de carte à puce, justement, aucune carte physique. Et en plus, on a quand même la chance d'avoir aujourd'hui des services totalement gratuits
avec des acteurs qui sont hyper performants, que ce soit Revolut, que ce soit N26, il y a aussi des acteurs français qui permettent de générer des cartes éphémères en 2 secondes pour payer avec son mobile. Aujourd'hui, c'est justement l'occasion de se poser la question, est-ce qu'il n'est pas temps d'entamer, évidemment qu'il y a plein de gens qui ont encore besoin de cartes à puce, parce que les usages ne sont pas toujours là pour tout le monde. Oui, parce que ça ne sert pas qu'à payer la carte à puce, hein. Il y a plein d'autres usages. Oui, mais là en tout cas, dans l'écosystème du paiement, voilà, on débattait du vote par Internet, autant là, je trouve que c'est compliqué, mais autant sur le paiement mobile, ça marche, c'est sécurisé, il n'y a pas d'autre enjeu que la sécurité et que le fonctionnement, les banques ont leurs responsabilités, il n'y a pas trop de problèmes, ça cartonne, ça marche bien. Voilà, est-ce que finalement, c'est pas l'occasion de se dire, une carte physique, mis à part la pollution, moi, ça m'apporte rien, donc peut-être que c'est l'occasion, au contraire, de se dire, de passer un cap, voilà. Ouais, ça va pas faire plaisir à Gemalto tout ça, hein. Enfin toutes ces boîtes-là. Alors Gemalto maintenant qui appartient à Thales, quand même, qui a été intégré dans Thales. Mais de toute façon, comme le disait Raphaël, ils sont sur les deux. Hein. Oui, ils font de la dématérialisée, ils font du matérialisé. Donc que ça passe de l'un à l'autre, pour eux, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, si ce n'est de vendre plus de services autour de le dématérialiser. Il y a plein de choses à faire aussi. Exactement. J'avais reçu un responsable de Gemalto, donc Thales maintenant, qui expliquait que dans quelques années, la carte SIM, par exemple, c'était prévu dans la roadmap en fait de Gemalto, allait disparaître pour être remplacée par l'eSIM. Voilà. Hein, donc, au même titre qu'il y a l'eSIM qui se développe, il faut qu'il y ait la e-carte block, la carte dématérialisée. Ouais. Mais encore faut-il que tout le monde ait pris l'habitude de payer avec son téléphone. Ce n'est pas encore le mais ça va vite, ça se développe quand même assez vite. Mais quand je dis évidemment, mais voilà, parmi les gens qui sont un peu geeks. Enfin, ma mère, elle paye pas avec son téléphone. Et non, mais je te ça arrive et puis. Ça va se faire progressivement, mais en tout cas, s'il y a une pénurie de cartes à puce, je trouve que c'est aussi peut-être l'occasion d'avancer sur ces domaines-là. Alors, sachant que c'est un peu comme dans l'eSIM, je pense qu'il y a quand même des forces contraires, des vents contraires. C'est-à-dire que dans l'eSIM, les opérateurs télécoms ont longtemps freiné, parce que ne plus avoir de carte SIM, ça veut dire de pouvoir changer d'opérateur. Oui, à la volée. À la volée en un clic. Oui. C'est plutôt bien pour le... Très bien pour le consommateur. Moins pour l'opérateur qui a peur de voir des gens changer régulièrement en fonction des offres commerciales. Donc c'est vrai qu'ils ont plutôt freiné. C'était beaucoup poussé par Apple. Apple disait, nous, vous aurez des iPads et des iPhones sur lesquels vous choisirez à la volée votre opérateur. C'est vrai, l'impulsion de l'eSIM, c'est Apple, ça c'est clair. Exactement. Et pour l'instant, il y a les freins des opérateurs quand même historiques qui sont aussi les plus gros clients d'Apple pour lui vendre des iPhones. C'est vrai que c'est compliqué, quoi. Apple est un peu entre deux chaises là pour le coup. Et je pense que c'est pareil pour les cartes bancaires, puisqu'en face on a quand même le GIE carte bancaire qui représente des acteurs importants, et puis il y a les banques aussi qui sont là, et qui eux n'ont pas vraiment non plus totalement intérêt à avoir une dématérialisation totale, de crainte de voir d'autres acteurs capter une partie des informations dont tu parlais, Revolut, pas N26, et puis peut-être Apple Pay, etc. Donc on y va, mais on y va en faisant attention pour pas se faire désintermédier par des nouveaux acteurs qui vont nous manger un peu la laine sur le dos. Et ce qui manque encore quand même, c'est du côté de Google et d'Android. Autant Apple a considérablement avancé, ils ont quasiment toutes les grandes banques maintenant depuis un an. Ils ont toutes les banques et Google n'a personne. Enfin, ils ont que les banques, justement. Google, ils ont les banques 2.0. Sur Android Pay, Google Pay, ça fonctionne très bien avec les banques 2.0. Il y a pas mal de banques en ligne qui fonctionnent avec Android Pay. Donc les néobanques, comme on dit. Les néobanques, donc ça, à la limite, c'est plutôt bien. Mais les banques traditionnelles, les banques historiques. Google a du mal à les convaincre. Voilà, il y a des négociations qui doivent être effectivement très complexes. Samsung est un petit peu plus dynamique sur ce coup-là. Quand on regarde la liste des banques, il n'y a pas grand-chose. C'est sûr que quand on compare face à Apple, il n'y a pas photo. Mais sur Android et chez Google Pay, on peut avoir les néobanques. Et donc finalement, on peut quand même entamer cette démarche. Et effectivement, quand on voit les Revolut, les N26, le service est juste incroyable. On génère sa carte éphémère en 2 secondes, on paye sur son mobile. C'est très simple. Mais c'est vrai que c'est plutôt réservé, on va dire, à une clientèle jeune, branchée, qui comprend en fait tout ça. C'est vrai que certaines personnes, Revolut et N26, ils connaissent pas. Et une banque, tu y vas que quand tu es sûr d'avoir un non statutaire, tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça. Pour les jeunes, c'est différent. On comprend les enjeux, etc. On sait très bien que N26 et Revolut, s'ils lancent une banque, c'est qu'ils ont tous les agréments et qu'ils le font d'une manière très sérieuse. Évidemment. Mais pour les personnes un peu plus âgées, c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre. On enchaîne avec Facebook maintenant. Facebook qui se porte plutôt pas mal et qui dépasse les 1000 milliards de dollars en bourse.
Après, vous le savez, cette décision de ce juge de ne pas poursuivre le réseau social, c'est aux US que ça se passe. Oui, exactement. Alors, en fait, c'est la suite de plusieurs États qui avaient porté plainte contre Facebook, poussé aussi par la FTC, donc la Commission du commerce américain, le régulateur un peu du commerce américain. Et là, le juge a dit que les éléments apportés n'étaient pas suffisants pour entamer une procédure à l'encontre de Facebook. Alors, c'est pas totalement terminé, parce que le juge laisse 30 jours à la FTC pour apporter des éléments un peu plus probants. Pour enclencher une éventuelle enquête et une éventuelle procédure un peu plus importante. Dans l'entretemps, on voit que les marchés financiers se sont dit ça y est, maintenant les barrières à la croissance de Facebook sont en train de se lever et donc le cours de bourse a explosé, dépassé les 1000 milliards. Alors à côté de ça, en fait, on remet juste en contexte que Microsoft et Apple sont au-delà des 2000 milliards. C'est une première dans l'histoire de l'économie mondiale. Ces entreprises-là, aujourd'hui, 2000 milliards, c'est quasiment le produit intérieur brut annuel d'un pays comme l'Italie. Donc on voit que ces sociétés-là pèsent plus qu'un pays européen en plus. Je ne parle pas d'un pays africain ou d'Asie. Ou d'un pays émergent. Exactement. Ouais. Donc c'est quand même fou. Et Facebook est en train de les rejoindre. De ce club-là fermé des entreprises de 1000 milliards de dollars de valorisation, voire 2000 milliards pour 2 d'entre elles. Et on voit que ça embête, ça enquiquine les gouvernements, tout ça, parce que on sent qu'il y a une espèce de défiance aujourd'hui entre, on va dire, les États et ces géants de l'Internet qui, pour certains, sont plus puissants qu'eux. Et on voit qu'il y a une espèce de fronde et de régulation qui est en train de se mettre en place. C'est compliqué, tout ça. Je pense qu'on va arriver dans une période où partout, sur tous les marchés européens notamment et les marchés américains, les GAFA, quand je dis les GAFA, oui, ça va être Google, mais ça va être beaucoup Facebook, pas mal Apple aussi, pas mal Amazon aussi sur ces sujets de la concurrence où, si on regarde le cours de bourse, ça va être compliqué à suivre parce que des décisions sur la concurrence, il va y en avoir beaucoup. Alors là, c'est une bataille gagnée par Facebook. Parmi d'autres, il y en a plein. Facebook est attaqué un peu partout. Mais il ne gagne pas toujours, Ils gagnent pas toujours, mais aussi Apple, mais aussi. Et en fait, on voit qu'ils ont perdu face à la presse en Australie, notamment. Oui, voilà. En fait, je pense qu'on va entrer dans une décennie après la décennie de l'explosion des GAFA. On va entrer dans la décennie de leur épanouissement. Là, on va entrer dans la décennie de la régulation. Et à mon avis, il va y avoir des tas de décisions qui vont remettre en cause, que ce soit la vente de leurs services, leur modèle économique, l'intégration des entreprises rachetées. Est-ce qu'il faut démanteler Facebook avec Instagram? On voit ce qu'ils sont en train de faire avec WhatsApp pour encore rapprocher WhatsApp, envoyer et mutualiser en fait les données, notamment de paiement, pour ensuite refaire de la... Enfin, on voit bien qu'il y a une tentative, notamment de Facebook, mais de l'ensemble des GAFA, de grossir. Et au bout d'un moment, on va entrer dans cette phase de régulation. Mais d'ailleurs, pas que pour les GAFA. Moi, je pense aussi forcément à des boîtes comme Uber, comme Deliveroo, qui sont toujours, j'ai envie de dire, un peu le cul entre deux chaises, quoi. C'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai, il y a certains pays où les livreurs, les chauffeurs vont être connus comme salariés, d'autres où ça va pas être le cas. D'autres, on va leur demander d'apporter une couverture sociale. Et alors, je trouve que pour les GAFA, le cours de bourse va beaucoup dépendre bien sûr. de certaines décisions. De ces aléas de météo. De la régulation. Que ce soit des décisions de justice, soit des grands projets de régulation comme ce qu'on a en Europe avec le Digital Services Act et surtout le Digital Market Act. Mais par contre, pour des boîtes, parce qu'à la limite, Facebook, Apple, Amazon ont quand même une assise. J'ai envie de dire, bon, même si Facebook est démantelé, demain, ils vont continuer à gagner de l'argent. Uber, demain, l'ensemble de ces marchés, les chauffeurs doivent être des salariés. Je ne crois pas tellement à la survie d'Uber. Pareil pour Deliveroo. Déjà, on voit qu'ils ont du mal à gagner de l'argent avec des auto-entrepreneurs. Donc pour moi, il y a aussi toute une catégorie de boîtes qui sont, moi c'est ce que je dis souvent, qui sont toujours à une décision de justice de la faillite. Et c'est là où il va falloir, à mon avis, faire attention. Et concernant les GAFA, ça pourrait leur faire mal, mais l'enjeu sera plus des notions de valorisation. Mais après, de mettre en jeu leur santé économique, je veux dire, si demain, au pire du pire, pour Facebook, on dit on vous force à revendre Instagram et on vous force à revendre WhatsApp, Instagram, ça pourrait leur faire mal quand même.
Mais leur survie ne sera pas en jeu non plus. Oui, mais on voit aussi que tu évoquais tout à l'heure Apple. Si demain on a un store alternatif sur l'iPhone, je veux dire, c'est quand même c'est une sacrée claque pour Apple quand même, dont une partie du modèle économique repose justement sur cette exclusivité de vente de logiciels, etc. Donc c'est assez intéressant. D'ailleurs, je leur demandais, on avait eu un échange sur justement ces fameux problèmes de concurrence, où ils parlaient notamment de la commission qui prenait de 30% ou de 15%. Oui, parce que c'est ça qui cristallise un petit peu toutes les tensions. Je leur ai demandé qu'est-ce qui serait le pire pour vous. Est-ce que ce serait de voir votre commission baisser ou est-ce que ce serait de voir l'arrivée d'un store alternatif? Ils m'ont dit non, le problème ce serait le store alternatif. Bien sûr, là on perd évidemment. la main. La commission qui serait baissée, c'est une perte économique, mais qui peut parfaitement se compenser. Oui, le store alternatif, même si dans un premier temps, je pense que ça ne changerait pas grand-chose, parce que de toute façon, les dans gens... 5 ans, 10 ans, quand ça commencera à rentrer un peu dans les mœurs. Si on commence à avoir des énormes développeurs qui décident d'être que sur un store alternatif, Fortnite, Epic Games, ils se feraient un plaisir d'aller uniquement sur un store alternatif. Emmanuel, chose à rajouter là-dessus, sur ce sujet? Non, effectivement, après, il faut voir, je rebondis sur ce que disait Raphaël, par exemple, quand on regarde Uber, il faut aussi regarder les concurrents, parce que contrairement à Facebook, qui est ultra dominant sur son marché, Uber, il y a quand même Lyft en face, qui est assez puissant, et puis il y a Didi, qu'on oublie un peu, qui est l'équivalent chinois, qui vient de faire son introduction en bourse, qui est valorisé maintenant 67 milliards depuis aujourd'hui. Donc c'est une des plus grosses introductions en bourse de l'année. Et Didi, qui fait 90% de son chiffre d'affaires en Chine, là, effectivement, avec des chauffeurs qui ne sont pas salariés, pour le coup, ont dit explicitement qu'ils allaient attaquer le marché européen, notamment le marché français. Donc on va se retrouver en France avec un nouvel entrant, ce qui est moins le cas dans les réseaux sociaux avec Facebook. Alors effectivement, il y a TikTok qui a émergé ces derniers temps, donc on voit que rien n'est figé, il y a toujours des nouveaux acteurs qui arrivent. Mais donc en fonction des marchés, on voit que la nécessité de réguler n'est pas la même, parce que la puissance des GAFA n'est pas la même en fonction de là où ils sont, ou même Uber, ou ce qu'on appelle les NATU, donc Netflix, Airbnb, Uber, et j'en ai oublié un mot, et Tesla, pardon. Donc les NATU qui sont... NATU, le T de NATU. Exactement, donc c'est la nouvelle vague. On voit eux-mêmes qui sont quand même pas mal concurrencés par des nouveaux acteurs, Netflix avec Disney, Uber avec Lyft et Didi, Tesla, on voit aujourd'hui qu'il y a plein d'acteurs qui essaient de venir sur l'électrique. Donc il y a une situation un peu différente de celle des GAFA quand même, qui eux sont vraiment en situation oligopolistique, voire monopolistique. Cette année, enfin les années qui viennent vont être passionnantes, c'est sûr. Il y aura des changements et des décisions importantes qui vont être prises. Tiens, on parlait de Tesla. On va peut-être enchaîner avec Elon Musk, puisque, vous le savez, il a Tesla, il a énormément de projets, notamment spatiaux, et Starlink, avec cette volonté de couvrir l'Internet, d'Internet au débit, toute la planète, grâce à cette constellation de satellites. Je crois que c'est 30 000 satellites, et voire même 60 000 à terme. Enfin, c'est incroyable, vous vous rendez compte, 60 000 satellites. Alors, c'est des petits satellites qui ressemblent à des boîtes à chaussures, qui peuvent être envoyés par dizaines et par dizaines via une fusée, et qui, petit à petit, vont recouvrir toute la planète pour avoir cet Internet très haut débit. Évidemment, ça coûte une fortune, et Elon Musk cherche de l'argent sur ce sujet. Oui, il a annoncé donc au le Mobile World Congress, pardon, je l'ai mis dans le mauvais sens, donc à Barcelone. Donc c'est la grande réunion annuelle des opérateurs télécoms et du monde des équipements. D'habitude, c'est la grande réunion. Cette année, on va dire que ça a été la petite réunion. La petite réunion. En tout cas, ça redémarre. Ça redémarre tranquillement. Voilà, c'est ça. Et donc Elon Musk a fait Elon Musk a fait une intervention en disant qu'il avait besoin de 20 à 30 milliards de dollars pour continuer à envoyer ces satellites dans l'espace, parce qu'aujourd'hui, tu mentionnais 20-25 000 satellites à terme. Aujourd'hui, il n'y en a que 1500. Donc, on voit l'écart qui reste à combler, avec quasiment 69 000 clients en pré-test, majoritairement aux États-Unis, de ce que je comprends, pour voir si le service fonctionne comme il faut. Sachant qu'en plus, ces satellites-là sont en orbite basse, donc ont tendance à tomber dans l'atmosphère un peu plus rapidement, donc il faut les renouveler. Donc c'est vrai qu'il faut beaucoup d'argent. C'est-à-dire que la contrepartie du coup, où on en envoie beaucoup pour pas cher à une orbite relativement basse, la contrepartie, c'est qu'il faut renouveler la flotte de temps en temps. Donc c'est vrai que c'est capitalistiquement très gourmand. Et donc Elon Musk a besoin d'argent pour continuer à financer cette constellation de satellites. Après, est-ce qu'il y a un modèle économique derrière tout ça? Est-ce que, alors au-delà de cette beauté du geste, parce que c'est quand même formidable de se dire que le monde entier pourrait être couvert par de l'Internet très haut débit. Et quand on dit très haut débit, à terme, ça serait le gigabit, en théorie, avec Starlink, et des temps de latence très très faibles, enfin relativement faibles.
Est-ce qu'il y a un modèle? Est-ce que finalement, ça ne viendrait pas concurrencer aussi les opérateurs télécoms? Moi, je pense qu'il y a un modèle. Je pense que c'est peut-être le projet le plus important d'Elon Musk sur la vie des gens, en fait, sur ce qui pourrait changer la vie des gens. Parce que oui, bon, évidemment, Tesla, c'est une magnifique boîte. Mais enfin bon, ça ne changera pas la vie des gens, sauf pour les gens qui aiment les voitures. On n'aura jamais autant d'utilisateurs d'Internet que de conducteurs de Tesla. Exactement, Tesla, ça reste Epsilon. SpaceX, c'est magnifique ce qu'il fait. C'est de la conquête spatiale, encore une fois, dans le quotidien. Mais là, pour moi, Starlink, c'est le plus beau projet d'Elon Musk. Je veux dire, c'est quelque chose, et on y pense depuis des années. Il y a eu plein de projets, notamment de Google. Il y en a plein, mais je veux dire, il y a aussi Google, Facebook qui ont essayé, qui travaillent toujours un peu dessus. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le plus avancé. Et c'est vrai que... En tout cas, c'est celui qui fait le plus de bruit. Celui qui est le plus mais qui est aussi assez concret. Je veux dire, là, pour le coup, Elon Musk, il y a souvent beaucoup de bullshit, mais là, c'est quand même quelque chose d'assez concret, avec des tarifs quand même qui sont accessibles. Alors en France, ça nous paraît cher parce qu'on parle d'abonnement à 100 € par mois, mais pour les Américains, c'est finalement un prix assez classique. Oui, c'est le prix équivalent à une offre, on va dire, filaire. Voilà, mais après, moi, je pense notamment à des zones partout dans le monde qui vont devoir être connectées à Internet et qui ne peuvent pas l'être parce que amener la fibre partout dans le monde, enfin, je veux dire, c'est un projet qui est juste monumental. Et d'un point de vue économique, je pense que c'est stratégique. Alors, concurrencer les opérateurs, ça dépend où. En France, je ne pense pas parce que, enfin, quand je dis en France, dans pas mal de pays européens, je ne pense pas parce que la fibre se déploie assez vite et que dans les centres urbains, je veux dire, en France, on a un forfait fibre aujourd'hui pour 20-30 €. On n'a pas un intérêt à aller faire du Starlink. Par contre, dans des zones rurales en France, ça commence à devenir sacrément intéressant parce qu'aujourd'hui, les offres d'Internet par satellite, elles sont quand même pas terribles, très chères et peu performantes. Mais par contre, si on raisonne à l'échelle globale, c'est évident que pour moi, ça peut tout changer. Et puis en plus, ça veut dire que d'un coup, d'un seul, enfin dans quelques années, on n'aura plus de zone blanche. Non, mais c'est ça. On se retrouvera, et ça va même rendre un sacré service en fait à tous les gouvernements qui aujourd'hui se battent à coups de milliards pour essayer de couvrir tout le territoire. Et là, d'un coup, finalement, voilà, on pourrait être dans une ferme perdue au milieu de nulle part. Donc voilà, avec une petite parabole, on se retrouvera avec une connexion quasi fibre. Et après, est-ce qu'il va falloir répartir ces connexions intelligemment pour, dans certains pays où 100 $ représente une somme trop importante, voilà, redistribuer ensuite ces réseaux? Est-ce qu'il va falloir que les États les subventionnent? Et comme tu dis, ça leur évite des investissements, donc ils ont aussi intérêt à le subventionner. Le prochain client en fait de Starlink, ça va être les opérateurs télécoms qui vont se servir de cette technologie, à mon avis, pour couvrir en 4G des zones qui vont être compliquées à couvrir par des moyens traditionnels. Exactement, soit ils font du B2B et ils prennent les opérateurs comme relais. Par exemple, je pense dans les avions aussi, ça peut très très bien marcher. Le Wi-Fi dans l'avion, ça peut peut-être baisser les coûts aussi, rendre beaucoup plus simple. Bon, ça concerne Epsilon, mais bon, ça peut être un des usages. Mais clairement, l'usage pour le très grand public et pour le monde entier, pour moi, c'est soit des subventions par les États, soit par les opérateurs. Mais c'est vrai que quand on parle de connecter la planète, là, on y est au sens propre. Et je pense que c'est une avancée considérable. Et je pense que c'est le projet d'Elon Musk, sans doute le plus fondamental pour changer, le plus concret et le plus massif, voilà, le plus important au niveau global. Après, il y a aussi d'autres initiatives. Je crois que Jeff Bezos a un truc aussi dans ses cartons. Oui, pareil, une constellation satellite également. Il y a aussi un projet européen, visiblement, avec les... j'allais dire les Européens, mais bon, avec les Anglais qui sont... dans le coup aussi avec un autre investisseur, je crois, cette fois-ci français. Alors il y a OneWeb qui était en faillite, qui était une constellation de satellites qui a été repris par le gouvernement britannique et par l'Indien Bharti, sans vouloir faire de bêtises, et qui a été rejoint par Thales récemment. Donc effectivement, il y a un Français maintenant au sein de OneWeb. Et à côté de ça, il y a toujours une initiative européenne de lancer sa propre constellation avec un appel d'offres. Et là, on est encore en train de voir où ça va aller. Et on revient toujours à cette souveraineté, c'est-à-dire qu'on se dit, ça serait bien aussi d'avoir notre propre projet d'Internet par satellite. Après, voilà, ce sera de la concurrence, au même titre qu'on a de la concurrence chez les opérateurs. Évidemment. Donc après, il faut espérer que ces constellations ne posent pas trop de problèmes en termes de débris, de gestion, il y a beaucoup d'enjeux écologiques, de débris et même... tout simplement de gestion au quotidien. Mais c'est vrai que si on arrive à gérer tout ça, on aura des opérateurs concurrents. Et puis on gardera, je pense, la fibre pour certaines infrastructures qui, elles, doivent être accordées, j'ai envie de dire, filaire. Après, dernier peut-être
un point, c'est que ça pose pas mal de questions quand même aussi au niveau de la sécurité nationale de tous les pays, parce que donc quand on discute un peu avec l'armée, ils savent qu'il y a des lancements réguliers de partout dans le monde, Chine, États-Unis, etc. Et que la plupart du temps, c'est pour lancer soi-disant des satellites commerciaux, pour apporter de l'Internet au débit, des télécoms ou de la télévision aussi par satellite. Et il se trouve qu'ils découvrent... des cachotteries. Il y a des cachotteries. C'est-à-dire que la plupart du temps, les satellites ne font pas que ça. Ils font aussi de la surveillance du renseignement militaire. Ils ont un capteur supplémentaire. Je ne sais pas pourquoi, il est là. Ils peuvent aller s'approcher... Avec un énorme zoom. Ils peuvent s'approcher d'autres satellites pour faire de l'espionnage, voire de détruire d'autres satellites. Avec un bras, etc. Il y a plein de simulations actuellement de comment on peut aller détruire un autre satellite ou en prendre le contrôle via du hacking et de lui faire vider ses réservoirs dans l'espace, par exemple, puisque c'est déjà arrivé. Donc il commence à y avoir aussi beaucoup de soucis, de conflits dans l'espace qu'on ne voit pas encore, mais qui vont arriver. Dernière petite news avant d'accueillir mon deuxième invité pour terminer ce club de la presse IT, c'est bien l'actualité dans le monde du jeu vidéo. Raphaël, tu as détecté ça. On aurait peut-être bientôt dans nos consoles, sur certains jeux, de la publicité qui pourrait arriver. Alors que c'est des jeux qu'on paye, non, la plupart du temps. Oui, c'est un projet d'une boîte. Alors, j'ai un trou de mémoire sur le nom de la boîte, mais on va alors, non, Axios, c'est le média qui a relayé, mais... Ah oui, pardon, j'ai un trou de mémoire sur le nom de la boîte, il faudrait que je le retrouve. Mais de toute façon, c'est un acteur B2B qu'on connaît. C'est secondaire. C'est secondaire. Mais en gros, qui développe une technologie pour mettre de la publicité sur le jeu, notamment sur le jeu fixe, le jeu de salon, le jeu console, le jeu PC. Parce que la pub sur le jeu mobile, ça, on en a depuis longtemps. Et alors, c'est un peu le même principe que ce qu'on a sur certains jeux mobiles, c'est-à-dire de la pub qui permet d'avoir des bonus, quoi. C'est-à-dire soit d'avancer plus vite dans la partie, d'avoir des skins, d'avoir plein de choses en plus. C'est une évolution. Alors, il y a eu quelques petits éléments. Déjà, je crois que sur le jeu de basket... NBA 2K, je pense, il y avait déjà eu un peu de pub qui avait fait un peu gueuler les joueurs. Un peu grincer des dents, mais c'est vrai que ça marque l'arrivée et moi je trouve que c'est un peu inquiétant quelque part de la pub dans le jeu payant et dans les produits payants et je trouve que c'est un mouvement de fond qui est en train un peu de tâtonner pour voir si ça prend, si ça ne génère pas trop d'inquiétude, mais c'est vrai que donc il y a eu des accords qui ont été signés, notamment avec EA, donc ça pourrait concerner des jeux bien connus. Il n'y a pas de titres qui sont cités, donc je ne vais pas en citer, mais on voit bien que EA c'est FIFA quand même. FIFA quand même derrière. Et donc voilà, les joueurs pourraient être amenés à avoir des spots de pub. Alors l'intérêt, c'est aussi que ce soit coordonné en fait avec des grandes campagnes, par exemple télé. Parce que le problème des annonceurs, c'est que d'un point de vue marketing, ils veulent faire une grande campagne nationale en même temps à la télé, ils disent oui, mais le problème c'est que les jeunes regardent beaucoup moins la télé, donc il faut les cibler en même temps. Et donc de déployer comme ça des campagnes en même temps à la télé et sur demain peut-être un jeu de foot, un jeu de basket, c'est ça qui est fort, en simultané. Le jeu vidéo aujourd'hui c'est un vrai média qu'on peut saucissonner comme de la pub. Exactement, mais encore une fois, alors la pub ne serait pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on la regarderait si on voulait des choses en plus. Oui. Mais il y aurait une contrepartie. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus maintenant de la pub qui arrive sur des produits payants. Alors c'est un avis personnel, je trouve ça peut gêner. On a vu sur les smartphones Xiaomi, alors moins en Europe, mais notamment en Chine où il y a beaucoup de pubs sur les smartphones Xiaomi. Moi, à titre personnel, par exemple, sur les télés Samsung, il y a de la pub. Ouais, mais alors juste un truc, moi je suis en train de regarder une très bonne série sur MyCanal. Et j'étais surpris d'avoir un pré-roll de publicité. Oui, sur MyCanal aussi. Sur MyCanal, c'est vrai. Il y a... alors que bon, c'est quand même un service qu'on paye et qu'on paye quand même plutôt cher. Il y a de la pub sur Canal+. Je veux dire, Netflix fait ça demain, ils se font assassiner en fait. Ah, Netflix, oui, complètement. Voilà, parce que c'est vraiment le modèle, quoi. Après, ils le font dans les séries Netflix, c'est-à-dire qu'ils mettent des placements produits. Donc ouais, mais bon, ça, tout le monde le fait. Non, mais tout le monde le fait, évidemment. Mais à la limite, ils ont un pré-roll avant une série, alors que c'est un service qu'on paye. Oui, à la limite, mais bon, c'est vrai, mais Canal quelque part, même sur les tranches en chiffres encryptés, il y a déjà eu de la pub. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'il y a un côté intrusif qui est un peu différent. Dans le jeu vidéo qu'on a acheté, on va se voir proposer de la pub. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Même sur des services premium. Et moi, je t'avoue que sur ma télé Samsung, d'avoir une pub, quand j'allume ma télé Samsung en bas dans le bandeau, d'avoir des carrés publicitaires, je me dis...
Il y a un moment, on paye une télé. Non, mais quand est-ce qu'il faut qu'il y ait un modèle gratuit? Tu avais une grosse réduction dessus. C'est peut-être pour ça. Je crois que c'était ce fameux Black Friday. ODR. On s'est dit, c'est mon ODR qui me font payer. On va lui faire une réduction de je sais pas combien d'euros. On va lui mettre de la pub dedans. Non, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même deux modèles économiques. C'est gratuit avec pub et payant sans pub. Et il y a une porosité qui est en train de se créer entre les deux qui, je trouve, est un peu désagréable. Et ben, ça sera le mot de la fin, les amis. Merci à tous les deux. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, qu'on peut lire et que je vous invite à lire à la fois sur la version papier, mais aussi la version digitale, comme on dit. Et Raphaël aussi, Raphaël qu'on peut lire bien évidemment sur BFM Tech et qu'on retrouve régulièrement sur BFM Business, BFM TV et 01 TV. Vous restez avec nous. Invité exceptionnel dans un instant. J'ai le plaisir vraiment de recevoir Frédéric Pazella, le fondateur de Blablacar. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.